Salut, c'est Franck Telluto. Après un premier épisode sur sa folle année à l'AS Saint-Etienne, Adrien Ponsard s'exprime ici au présent. Il évoque son amitié avec ses coéquipiers de l'époque, son amour intact du football, le bilan de la saison des Verts, son nouveau rôle d'entraîneur dans le monde amateur, ou encore son retour à une vie professionnelle normale entre guillemets. Dessous de Verre numéro 23, épisode 2, ça commence maintenant. Adrien, dans l'épisode 1, on a parlé de ton passage à l'AS Saint-Etienne. Alors, il y a un peu plus de 20 ans qui s'est écoulé depuis. Est-ce que tu es toujours en contact avec tes coéquipiers de l'époque ? Je crois que vous avez un groupe WhatsApp, c'est ça ? C'est ça, on a un groupe WhatsApp qui a été créé par Patrick Guillou, qui a permis de tous se retrouver. Alors, c'est pas que la partie 98-99, il y a 98-2000. Donc, dessus, on a José Alosio, on a Alex, il y a Pedro, il y a Guel, il y a Jean-Guy Wallem. Alors, même si j'ai pas joué avec eux, je les ai côtoyés, donc on est quand même resté, on va pas dire proches, mais toujours en contact. Et là, ouais, ils se retrouvent le 4 septembre, parce que moi, je ne pourrais pas y être, vu que je me marie le 4 septembre. Ils se retrouvent le 4 septembre, et je pense qu'ils vont faire une belle fête. Il y a un match, et c'est Alain Bompard qui gère qui gère l'hôtel, qui invite tout le monde. C'est vraiment comme quoi on voit que c'est resté familial. Ces personnes-là sont des personnes de cœur. On les a marqués en gagnant un titre des champions de France, en faisant remonter la SS en Ligue 1. Et je ne veux pas dire qu'ils s'en sentent redevables, mais il est resté un lien entre nous, et ce lien, il sera dur à détacher, quoi. Il y avait à un moment une amicale des anciens Verts. Est-ce qu'elle existe toujours ? Elle existe toujours, oui, l'amicale des anciens Verts. Donc maintenant, on s'est rapproché carrément de l'ASS. Donc ça va être géré plus ou moins par Cœur Vert, ASS Cœur Vert, donc avec Lionel Potillon. Donc là, notre président en ce moment, c'était Christophe Landrin. Donc on va voir si ça reste Christophe ou si on change de président, mais l'amicale existe toujours. Là, on part au mois d'août pour faire le 20e anniversaire du Mondialito, qu'on fait à l'Alpe d'Huez toutes les années. On est invité à l'Alpe d'Huez. Il y a 3-4 équipes d'anciennes pros. Il y a Saint-Etienne, il y a Lyon, il y a Marseille. Et Nantes ou Sochaux, ça dépend des années. Et là, pour les 20 ans, cette année, il y a un gros tournoi, donc on est en train de préparer ça. Toutes les années, on prépare ça. C'est agréable parce qu'on se retrouve entre nous. Alors, on n'est pas nombreux, on est une dizaine. On peut pas. Normalement, ça se fait à Pâques, donc en salle. Et là, par rapport à la crise du Covid, ça se fait cet été, au mois d'août. Chacun a mené sa vie, a eu des parcours très variés depuis. L'ambiance reste la même entre vous quand même avec Oui, bien sûr, oui, toujours. Hein, au contraire, même. Là, on voit avec Patrick Guillon, on n'arrête pas de se chambrer. L'ambiance qu'il y avait à cette époque-là est restée exactement la même. C'est pas parce que Rudy Garcia est à Lyon qu'il ne parle pas, au contraire, on se parle toujours. Claude Fichot, c'est pareil. Non, il y a Jérémy Janot qui est à Valenciennes, on s'appelle aussi. Non, on est toujours resté exactement pareil. Il n'y a jamais eu de moi je fais ci maintenant parce que toi tu fais ça, je ne vais pas te parler. Ça n'a jamais été, non, bien au contraire. Même Julien, qui est adjoint à Claude Puel, est avec nous aussi. Hein, donc tout le temps, tout le monde se parle, tout le monde se côtoie. Et l'amicale organise des choses en elle-même, ou c'est plus pour vous retrouver de temps en temps ? Alors nous, avant on organisait le tournoi des anciens Verts. Maintenant on le fait plus parce que c'est très compliqué à gérer. Mais toutes les fois où on se retrouve, c'est qu'on est invité pour une œuvre. Donc on va jouer pour la mucoviscidose, et on va se retrouver, on va faire une équipe. Alors j'appelle, parce que c'est plus ou moins moi qui essaie de gérer un petit peu le truc. Je suis encore sur la région stéphanoise. Donc j'appelle les joueurs, on se rassemble tous, et on va faire un match à Yzeure, on va à Lyon, on peut aller à Grenoble, on était dans le sud, on était à Nice, et on joue contre les anciens Niçois, les anciens Marseillais, les anciens Lyonnais. Mais c'est toujours pour des œuvres caritatives. Et ça nous permet à nous de nous retrouver dans la saison, on fait 3-4 matchs comme ça. Mais c'est toujours agréable de se retrouver, et on retrouve les équipes adverses. Quand c'est Lyon, même si c'est les anciens, ça reste un derby. C'est malheureux, mais ça restera toujours un derby, et c'est toujours accroché. De cette époque, est-ce que tu as gardé, toi, des souvenirs, des maillots ou autre chose ? Il me reste un maillot de Saint-Etienne. C'est le seul truc qui me reste. J'ai gardé un maillot de Saint-Etienne parce que je peux pas le donner. C'est quelque chose, c'était mon premier maillot. Sinon, j'ai tout. Alors, j'ai des photos, j'ai des bouquins, mais c'est vrai, des vidéos, des DVD. Mais en équipement, j'ai tout donné. J'ai pratiquement tout donné à des petits-neveux, des petits cousins, mon frère. J'ai pas gardé pour mes enfants, parce que je les avais pas encore, mes garçons.
Voilà, j'ai distribué un petit peu à tout le monde. J'ai essayé de faire plaisir, on me demandait des maillots pour des tombolas, pour faire gagner pour une association, j'ai toujours donné. Et j'ai juste gardé un seul maillot. C'est celui du premier match, tu disais? Celui du premier match. C'était mon premier maillot et j'ai joué une seule fois avec et je l'ai gardé après. Est-ce que tu suis toujours les matchs aujourd'hui des Verts? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, je suis toujours un supporter de la Saint-Etienne. Et cette année, c'était compliqué. C'était compliqué, il y a un nouveau projet. Et je pense que ce projet peut être mené à bien. S'il y a une belle fin de saison, on ne peut pas dire que le début de saison, c'était un très bon début de saison. On va gagner les 2 premiers matchs. On gagne à Marseille, ça faisait 20 ans, 40 ans qu'on n'avait pas gagné à Marseille. Ça faisait un bon moment. Et bien après, ça s'est un petit peu effondré. Voilà, Claude Puel a voulu faire un amalgame d'anciens et de jeunes, mais plus de jeunes que d'anciens. Et s'est rendu compte que les anciens, elle avait besoin. On a toujours besoin d'anciens dans une équipe, mais il a intégré énormément de jeunes. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu à Saint-Etienne autant de jeunes qui jouent. Et c'est vrai que certaines perles, on a Moffec, on a le petit Guarna, il y a vraiment de très bons joueurs. Et là, ils ont fait une très belle fin de saison pour se sauver, parce qu'il fallait aller gagner, faire un match nul à Lille. Il fallait gagner à Nîmes. Nîmes qui était aussi mal classé pour se sauver. À Nîmes, c'est jamais facile à gagner. Et je pense qu'ils essayent de faire un travail. Et ce travail, il passe par des sacrifices. Ils ont sacrifié beaucoup de choses cette année. Et je pense que l'année prochaine, avec tous ces jeunes, plus certains anciens, ça devrait être pas mal. La saison prochaine devrait marquer en principe le retour du public, notamment à Geoffroy Guichard. Est-ce que pour toi, c'était plus facile pour ces jeunes-là de jouer dans un stade vide ou au contraire, ça a coûté des points? Ça a coûté des points. Ça leur a coûté énormément de points. Saint-Etienne joue toujours à 12. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur et j'ai vécu en tant que spectateur. Et le dernier match que j'ai eu, la chance que j'ai eu de voir à Saint-Etienne, c'était les dernières Saint-Etienne-Lyon, le derby. Et je l'ai vécu dans le Coupe des Magic. Mais c'est un truc de fou. Quand Béric marque à la 94e minute, alors j'ai eu de la chance, j'étais déjà en bas vers le grillage. Mais quand tu vois tout le monde qui te descend pendant 1h30, ils encouragent, les jeunes, ça les porte. Et de ne pas avoir ça cette année, je pense que ça fait un vide d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as remarqué comme moi, mais on était meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Oui, c'est statistique. Et pratiquement toutes les équipes ont été meilleures à l'extérieur qu'à domicile. Même Lille, qui était champion, ils ont laissé beaucoup de points chez eux contre Nîmes, contre nous. Ils ont laissé des points contre Angers chez eux. Et à l'extérieur, par contre, ils étaient intraitables. Donc c'est pour pas jouer dans du public, c'est déjà pour un joueur professionnel, c'est triste. C'est triste parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien. On entend ce que disent les coachs. C'est pas du spectacle. C'est pas du spectacle, ça n'avait aucun sens. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Il y a dû avoir déjà, je pense que pour moi, il y a avoir une jauge quand tu es dans un stade qui fait 40 000 personnes. Tu mets 3 000, 4 000 personnes dans le stade. Tu les éparpilles dans un stade. Ils l'ont fait pour le premier match contre Strasbourg. Moi, j'ai eu la chance d'être invité pour Strasbourg. Mais j'ai pas compris. Ils mettent 4 000 personnes. Mais c'est tous dans le même carré. Tout le stade était vide. Tu pouvais mettre beaucoup plus de personnes et éparpiller. Comme ils ont fait un petit peu en Angleterre, les derniers matchs. Tu éparpilles un petit peu. Puis, il va falloir vivre avec. De toute façon, on n'aura pas le choix. Mais bon, les prochaines, on repart avec du public. Ça va être bien. Et justement, il se dit que depuis la pandémie, il y a des gens qui sont un peu détournés du foot, que les jeunes regarderaient plus des résumés que les matchs en entier. Toi, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que tu as toujours autant le foot dans le sang? Est-ce que ça t'a donné encore plus faim, peut-être, de ballon? Alors, moi, j'ai toujours le foot dans le sang, parce que moi, j'ai jamais arrêté, vu que j'entraîne encore maintenant. Là, même pendant la pandémie, j'ai continué à faire mes entraînements, parce qu'on ne pouvait pas le faire les soirs, on le faisait le dimanche matin. Donc, on a continué à entraîner, mais j'ai toujours regardé les matchs, même les stades vides. J'ai toujours cette fibre à regarder les matchs, que ce soit les matchs français, les matchs anglais, espagnols, je regarde tout. Là, ce soir, il y a la France qui joue, je vais regarder la France, même s'il n'y a pas de spectateurs. On ne regarde pas de la même façon. Parce qu'on décortique plus, on écoute ce que se disent les joueurs sur le terrain. Et ça n'a pas la même saveur. Ça n'a pas la même saveur. Un public dans un stade, c'est génial. Un stade de France plein, moi j'ai eu de la chance de le connaître en tant que joueur et spectateur avec Saint-Etienne. Enfin, 2 fois avec Saint-Etienne, quand nous on a joué contre le Red Star et quand j'ai été voir la finale de la Coupe de la Ligue. Mais un stade plein, ça fait vibrer. Alors, un stade vide, c'est triste. J'espère qu'il y aura du monde pour l'Euro. J'espère qu'il va y avoir du monde. Normalement, il devrait y en avoir. Et j'attends avec impatience le premier match à Saint-Etienne parce que je serai le premier devant la grille pour prendre ma place. Ça, c'est une chose de sûre. Tu le disais, tu entraînes donc l'équipe première du GS d'Hervaux, oui. Club du Champ de Faugerolles, là où toi tu as commencé à jouer. C'était une envie que tu avais? Tu as parlé tout à l'heure des diplômes que tu avais passés, ou c'est une opportunité qui s'est présentée à toi et que tu as saisie? Alors, moi au départ, j'étais plus pour entraîner les petits. Quand je suis revenu à Hervaux, j'ai commencé à entraîner les U6, U7. Mon tout petit, enfin mon grand, maintenant 4-9 ans, je l'ai commencé à l'entraîner. Et puis l'entraîneur de l'équipe 1, c'est Louis Masclas, c'est un très bon ami à moi, c'est lui qui m'a amené au Puy. Là, quand j'ai signé au Puy, mon premier
par mon premier contrat, mais mon première licence au Puy, c'est lui qui m'a emmené. Et c'est lui qui entraînait l'équipe 1 de Dervaux cette année et il m'a proposé d'être son adjoint. Tout en regardant les jeunes, je dis bah, écoute, moi, il n'y a pas de souci, je ferai ton adjoint. Donc du coup, je préparais toutes les séances d'entraînement. Et lui, il a décidé d'arrêter en milieu de saison, avant la pandémie. Il a décidé d'arrêter, il m'a demandé de prendre la suite tout seul. Chose que j'ai accepté, j'ai accepté, parce que moi je ne me voyais pas abandonner les gars. C'est pas qu'ils nous abandonnaient, mais je ne me voyais pas arrêter comme ça en cours de saison. Moi, quand je m'engage sur quelque chose, je m'engage à fond. Et de reprendre une équipe tout seul, j'avais un autre adjoint après avec moi, mais de reprendre cette équipe, ça m'a donné envie de continuer. Le président m'a proposé de continuer cette saison. J'ai accepté grandement et ça continuera encore les prochaines. Tu es quel type de coach humainement et on va dire dans le style de jeu? Pousser vers l'offensive, toujours. Quand tu es attaquant, tu veux toujours jouer l'offensive. Alors j'ai mal débuté la saison. J'ai commencé en Coupe de France contre Lazio. J'ai voulu faire un petit peu comme dans les clubs pro, faire un 3-5-2. Mais en fin de compte, j'ai vu complètement qu'en amateur, il faut savoir, il a fallu travailler depuis longtemps. Et de revenir à un 4-4-2, c'est le top. Et moi, mes joueurs, j'ai un groupe qui est extraordinaire. J'ai des anciens, j'ai des jeunes. J'ai beaucoup de pères de famille, donc c'est des gars qui sont vachement à l'écoute. Les jeunes, c'est un peu plus dur. Même mes anciens leur parlent. Et je serais plus un coach à l'affectif. Alors si je poussais une gueulante, je la pousserais. Si quelque chose va me déplaire, je vais le dire. Mais derrière, j'irai le voir, je lui expliquerai sur certaines choses. Mais je marcherai plus à l'affectif. Est-ce que tu as des modèles, alors soit de coachs que toi tu as connus personnellement ou de ceux dont tu suis les équipes à la télé? Alors, un modèle, je dirais Robert Nouzaret, que j'ai eu, c'était vraiment... mais là, maintenant, oui, il y a Galtier. Galtier, c'est vraiment un très bon coach. Qu'est-ce qui te plaît chez lui? C'est un meneur d'homme. Il va prendre une équipe... Bon, on l'a vu avec Saint-Etienne, et on l'a vu avec Lille. Il a repris Saint-Etienne, qui était au fond du trou. Quand son ami Perrin était licencié, c'est lui qui a repris l'équipe. Et du fond du trou, il nous a amené à la 4e place. Et là, Lille, il les reprend. Ils sont 17e au classement. Ils se sauvent de justesse. L'année suivante, ils sont seconds. Et là, ils sont champions. Donc, on voit vraiment qu'il fait un travail. Et puis, là, les adjoints, il a Thierry Olésiac, qui est un très, très bon adjoint. Donc, c'est vraiment des personnes sur qui je pourrais prendre exemple. Et au niveau du jeu, parce que c'est vrai que des fois, on le réduit un peu à ce caractère de meneur d'homme. Est-ce qu'au niveau du jeu, il y a des choses qui te plaisent, que tu pourrais reprendre chez lui? La façon de faire travailler son avant-centre. Burak, Ilmaz, c'est quelque chose d'énorme. Comme la façon dont il le fait travailler. Travailler dans le sens débauche d'énergie, tu Débauche d'énergie. Le mec, il n'y a pas que lui, parce que tous, ils s'énervaient pour cet entraîneur. On l'a vu sur tous les matchs, ils se sont toujours arrachés à fond. Ils n'ont jamais baissé les bras. Quand ils été à Lyon, ils parlaient 2-0 à la mi-temps. Je ne sais pas ce qu'il a dû leur dire dans le vestiaire, mais c'était notre équipe qui rentrait sur le terrain. Et c'était la même chose contre le PSG au match retour au Parc des Princes. C'est un coach qui arrive à transcender ses joueurs. Et moi, j'aimerais pouvoir transcender mes joueurs comme ça. J'aurais pu les transcender, ça a été exceptionnel, parce qu'on n'aurait pas vécu une saison avant, galère comme on a vécu. Où on était dernier pratiquement jusqu'à la fin de saison. Et on va dire, merci le Covid, c'est ce qui nous a sauvés. Parce c'était une saison blanche, donc c'était assez compliqué. Mais voilà, j'aimerais bien transcender des joueurs comme ça. Mais pour pouvoir transcender les joueurs, il faut que les joueurs puissent se transcender aussi. Et des fois, c'est très compliqué au milieu amateur. Parce qu'un entraînement, on va être 20, la semaine d'après, on va être 6. Et ça, c'est vraiment... c'est pas facile à gérer pour préparer ses séances d'entraînement, pour préparer plein de choses. On arrive sur la dernière partie de notre discussion. Depuis 20 ans, tu es revenu à une vie, on va dire, normale, entre guillemets, un travail normal. Comment ça s'est passé à l'époque? Quel regard avaient sur toi tes nouveaux collègues? Les nouveaux collègues, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'en connaître certains avant. Donc j'ai pu faire quelques bringues avec eux. On va dire que c'est Louis Masselet, encore ce fameux Louis qui m'a fait rentrer à la Stas. Et il m'a permis de connaître certaines personnes avant. Et ça s'était très bien passé. Mais c'est vrai qu'à l'approche d'autres conducteurs, c'est un ancien joueur, il est rentré, il n'a pas dû passer les tests comme tout le monde, il est rentré comme ça par piston. J'ai passé mes tests comme tout le monde, j'ai passé mes entretiens, j'ai passé mon permis de bus. Et c'est vrai qu'au départ, les gens avaient un regard sur moi d'un arriviste un petit peu, parce que j'étais l'ancien joueur de la SS, puis en fin de compte, ils ont appris à me connaître. J'ai joué avec eux au foot à la Stas, j'ai pris une licence au foot à l'entreprise. Et ils ont appris à me connaître, ils ont vu très bien que j'étais une personne lambda comme eux, qui était passée d'un milieu professionnel à un milieu ouvrier, et qui faisait pas la différence. Il n'y avait pas de différence pour moi. Et pour gagner sa vie, il faut travailler. Que ce soit dans le foot ou derrière un volant, c'est exactement pareil. Et ils ont pu m'apprécier comme ça après. Et ils m'apprécient, j'espère, maintenant toujours.
La STAS, je ne l'ai pas précisé, c'est le réseau de transport de l'agglomération stéphanoise. Oui. Et sur les terrains, justement, est-ce qu'il y a des défenseurs qui voulaient se payer l'ancien pro? Est-ce que c'est quelque chose que tu as eu à gérer, ça? Alors, on ne me le disait pas clairement, mais je le ressentais. Hein. J'ai pris un paquet de coups dans les chevilles. Hein. Mais c'était pas dans la région stéphanoise. C'est vrai que quand on avait des derbies, quand on jouait contre l'ASA, on se connaissait tous. De toute façon, on avait joué quand on était gamins ensemble. Rambert, c'était pareil, mais c'est plus quand on avait joué sur le Rhône. Quand on avait joué sur Lyon. Ah, mais il y a un ancien stéphanois ici, on va lui donner. J'en ai pris des coups, mais c'est de bonne guerre. Hein. Il faut l'accepter, c'est comme ça, on a joué à un certain niveau. Et quand on joue contre des équipes qui sont d'un niveau inférieur, il y a un pro en face, on a envie de lui montrer qu'on n'est pas en pro ici. Quoi, ça va. Et oui, ça je l'ai vécu un paquet de fois, oui. Mais ça m'a jamais bien dérangé. Il faut savoir prendre des coups, il faut savoir en donner aussi. Tu as donc été contrôleur notamment à la STAS. Oui. C'est un bon poste d'observation pour voir évoluer la ville. Comment tu l'as vu changer cette ville de Saint-Étienne en 20 ans? Elle a bien changé, la ville de Saint-Étienne. C'est vrai qu'on est passé d'une ville ouvrière. C'était vraiment Saint-Étienne, c'est une ville ouvrière. Ça, y a pas. Mais la ville a changé. On n'est pas de voie de tram, certaines voies de tram. Monsieur Perdriau a fait, avant Monsieur Perdriau, mais il y a eu c'est commencé avec Monsieur Vincent déjà. On a vu la ville changer, elle a évolué. Il y a beaucoup de choses le stade qui a changé, le centre-ville. Ça a quand même bien évolué, il y a plusieurs rues piétonnes, l'essence de la ville ont changé. Mais il y a encore certaines choses qu'on pourrait améliorer, je pense, au niveau de la ville. Par moments, il y a des gens qui ne veulent pas venir à Saint-Étienne parce que c'est une ville morte un petit peu. Il y a quelques bars, mais c'est quelques quartiers. Il y a la rue des Martyrs, où il y a un petit peu, où ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça bouge beaucoup à Saint-Étienne. Après, c'est peut-être le regret aussi par rapport à ça. Il y a certains joueurs qui ne veulent peut-être pas venir à Saint-Étienne pour ça. Parce que tu penses que ça peut jouer? Oui, ça peut jouer, même au niveau des investisseurs. Au niveau des investisseurs, je pense que ça peut jouer. Et ils se trompent parce que c'est quand même une ville. On est en centre-ville à Saint-Étienne, il y a du béton de partout. On fait 10 km, on est dans les bois, il y a la montagne qui est pas loin. On est entouré de super paysages. Saint-Étienne, c'est une ville accueillante. C'est une ville. Moi, j'ai pu faire la différence entre une ville comme Saint-Étienne ou comme Nîmes. À Nîmes, on a accueilli de juin, juillet, août. C'est les périodes estivales. On a des touristes pour eux, donc ils nous accueillent. Mais après, j'ai pas gardé beaucoup d'amis à Nîmes. Tandis que Saint-Étienne, j'ai des amis de partout. C'est accueillement, c'est comme dans le Nord, c'est des villes minières. Et voilà, c'est des villes de travailleurs. Ça ne tombe pas tout cul dans les bras, il faut vraiment se battre pour y arriver. Et ce qu'ont fait les deux maires, M. Vincent et M. Perdriau, sont en train de redorer la ville un petit peu. Ça s'est amélioré. On voit le centre-ville qui est beaucoup plus agréable, avec la place qu'ils ont fait, avec cette belle fontaine qu'ils ont fait mettre à l'hôtel de ville. Au niveau du quartier du Peuple aussi, ça a été tout refait. Pour pouvoir, il y a le Furan qui bosse dessous, ils ont fait des travaux. Ils ont quand même embelli la ville. C'est vrai que par contre, il y a encore beaucoup de travaux, que c'est un peu la galère. Mais bon, il en faut pour changer de ville. Et toi, justement, quand tu sillonnes la ville, tu es plus dans les trams, les bus? On fait tout. Bus, tram, oui. Est-ce qu'on te reconnaît encore? Ça arrive, oui, ça arrive. Après, je suis pas la personne qui aime bien... Ouais, c'est moi, chez l'ancien. Même mes collègues, ils me le disent. Ils me disent, mais les gens, ils veulent un autographe. Moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que voilà, c'était il y a plus de 20 ans. Il y a d'autres joueurs maintenant. Et ça me gêne. Alors mes collègues disent, mais si, c'est bien lui, c'est l'ancien joueur. Mais par contre, voilà, c'est vous qui allez lui laisser un autographe. C'est pas lui qui va vous enseigner. Ça se branle gentiment, mais oui, ça arrive, ça me reconnaissent, ouais. Je me souviens d'une anecdote, parce qu'au départ, je n'étais pas contrôleur, j'étais conducteur. Et j'étais sur la ligne 9, donc à Moreno. Et devant une voiture qui me coupe la route devant mon bus, et il m'a mis mon maillot sur son pare-brise arrière. Donc ça a des bons souvenirs, comme quoi on dit toujours les quartiers, mais les quartiers, ça craint pas plus que si on les respecte, ils nous respectent aussi. Donc moi, j'aimais bien conduire sur Moreno, ça me dérangeait pas du tout. Mais écoute Adrien, merci beaucoup de nous avoir accueillis chez toi, c'était un plaisir de prendre de tes nouvelles. C'est moi qui te remercie, Franck. Et puis on espère te dire à bientôt à Geoffroy Guichard dans un stade plein. J'espère, ouais, je l'espère aussi. Merci à Adrien pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez envie d'aider ce podcast à se développer, partagez-le à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aidera énormément. Comme d'habitude, on continue à échanger sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi m'écrire à dessous-de-verre@gmail.com. À bientôt.